Toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonsoir. Et Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour. Au sommaire, l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Oui, mais quand? Réunis en sommet à Vilnius, les pays de l'Alliance Atlantique refusent de s'engager sur un calendrier aux grandes dames de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien déplore l'indécision et la faiblesse de ses alliés. Et puis manifestation en Israël contre la réforme de la justice, votée en première lecture hier. Une journée de la rupture historique contre la majorité au pouvoir de Benyamin Netanyahou. C'est tout de suite, on va plus loin. Déception et livraison, c'est par ces mots, ainsi il en fallait, qu'on pourrait résumer cette journée à Vilnius pour les Ukrainiens. Livraison à Kiev de missiles Scalp français à longue portée, annonce tricolore, qui tempère la déception affichée aussi donc côté ukrainien de ne pas voir de calendrier d'adhésion à ce premier jour du sommet de l'OTAN. Que suit pour France 24 Armel Charrier? J'ai pas de... Non. Que le président Zelensky imaginait vraiment qu'il pouvait voir lors de ce sommet de l'OTAN son pays adhérer à l'Alliance, ou est-ce qu'il avait parfaitement compris que cela était impossible et qu'il a joué de ce canal médiatique, sommet international, où tous les regards étaient tournés vers lui? Car bien sûr, l'Alliance ne peut pas accueillir un pays en guerre. C'est la logique, d'une alliance défensive qui, dans ces cas-là, activerait l'article 5 et qui fait que tous les pays seraient en guerre contre la Russie. Mais nous sommes ici, dans le cadre de l'OTAN, dans un jeu d'influence. Il y a bien sûr des pays qui sont favorables à l'accélération de cette adhésion. On est ici en Lituanie, c'est le cas des pays baltes, c'est le cas aussi de la Pologne. Et puis, il y a des pays qui sont plus médiateurs et qui donnent un petit peu de temps. C'est le cas des États-Unis ou c'est la position de la France. Alors, les 30 pays de l'OTAN, un peu plus d'ailleurs, se sont mis d'accord pour donner une invitation à l'Ukraine, qu'elle puisse rejoindre l'OTAN en lui garantissant une accélération quand ce serait le cas, mais avec un traité de paix. Et ensuite aussi avec toute une série d'obligations sur le niveau de corruption et l'interopérabilité en matière d'armement et j'allais dire aussi d'organisation des états-majors. Mais on a aussi donné des gages quand même au président Zelensky, l'arrivée des Scalp, les missiles sol-air livrés par les Français ou l'arrivée d'un armement supplémentaire de la part des Allemands se rajoute aux bombes à sous-munitions que veulent donner les Américains, bombes qui sont refusées par la Convention d'Ottawa, signée en 2008 par la France, mais qui ont été quand même annoncées. Preuve que le conflit du côté de l'Ukraine est toujours présent, plus que jamais présent. On va revenir sur les différents aspects de ce sommet, à commencer par l'impatience exprimée plus tôt dans la journée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui, je vous le disais, regrette l'indécision et la faiblesse de l'OTAN, s'agissant donc de donner à son pays une échéance en vue d'une éventuelle adhésion. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté, dit-il, ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance. Réponse du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg: l'Alliance Atlantique invitera l'Ukraine à les rejoindre quand les conditions seront réunies. Écoutez. Nous avons réaffirmé que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN et nous avons convenu de supprimer l'exigence d'un plan d'action de l'OTAN. Cela changerait la voie d'adhésion de l'Ukraine d'un processus en 2 étapes à un processus en 1 étape. Nous avons également précisé que nous allons lancer une invitation à l'Ukraine à rejoindre l'OTAN lorsque les alliés seront d'accord et lorsque les conditions seront remplies. Il s'agit d'une proposition solide pour l'Ukraine et d'une voie claire vers son adhésion à l'OTAN. Bon, sur le fond, pas grand-chose de changé. D'ailleurs, les Occidentaux, Patricia Lémonière, avaient prévenu avant même ce sommet. Pourquoi, d'après vous, Volodymyr Zelensky fait-il cette sortie tonitruante aujourd'hui? Fait-il mine de s'étonner finalement de ne pas avoir de date? Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la sortie est tonitruante, effectivement. Alors pourquoi? À cela, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il parle
à sa population. Il arrive, il va au siège de l'OTAN, enfin pas au siège, il va à Vilnius, qui est à 40 km de la Biélorussie, qui est à 150 km de la Russie, donc une position de force pour l'OTAN. Et là, il arrive et on lui dit, bah, écoutez, cher ami, il va falloir encore un peu patienter. Donc par rapport à sa population qui meurt sur le terrain, qui subit des frappes, ça peut sembler un peu dur. Donc là, il s'affiche en tant que chef qui n'a pas peur de tous ces présidents du monde entier qui veulent encore le maintenir un peu à distance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que aussi, effectivement, il sait qu'il avait peu d'espoir, et puis tout ça est négocié à l'avance. Mais en poussant le ton comme ça et en se montrant fortement irrité, eh bien, qu'est-ce qu'il obtient chaque fois? Parce que c'est sa stratégie depuis le début. Chaque fois, il pique des crises en quelque sorte. Il accuse les Occidentaux de ne pas en faire assez, etc. Et ça paye. Parce qu'effectivement, on a livré les chars qu'on voulait pas livrer, on livre des avions où on va les livrer, les pilotes s'entraînent, etc., etc. Et la France livre ces fameux missiles qui frappent très loin et qui sont délivrés, enfin, qui sont tirés par des avions. En ce sens, elle ne fait que confirmer ce que les Britanniques ont fait, parce que Britanniques et Français, vous savez, construisent le même missile, et il s'appelle Storm Shadow et Scalp en nous, c'est la même usine. Et pour que les Britanniques l'exportent, ils l'ont fait bien avant la France, il fallait l'aval de Paris. Donc à partir du moment où les Britanniques ont exporté il y a de ça plus de 2 mois, Paris avait déjà donné son aval. Donc là, en fait, peut-être les Britanniques en avaient plus en stock parce qu'on n'en a pas tant que ça. Oui. Alors on va reparler effectivement de ces questions d'armement. Chaque fois qu'il proteste, eh bien, il obtient quelque chose. Vous pensez, vous aussi, Bruno, qu'il instrumentalise finalement un petit peu cette impatience, qu'il feint finalement de s'attendre à une main tendue des Européens pour en fait glaner d'autres résultats, en l'occurrence davantage d'armes? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Patricia. Il y a beaucoup de postures. Effectivement, d'abord, il doit parler à sa population, et puis ensuite, il savait très bien qu'il n'obtiendrait pas, sans doute, un calendrier. Après, il a tenté sa chance quand même. Si jamais le secrétaire général de l'OTAN avait dit, écoutez, dès que c'est un peu ce qu'il a dit quand même, dès que la guerre sera finie, on vous invitera à rejoindre l'OTAN avec un processus accéléré. Bon, s'il avait sorti un calendrier, mais c'était quasiment impossible. On ne peut pas donner de date fixe. On ne peut qu'indexer sur la fin de la guerre, l'adhésion. En fait, voilà, c'est ça. Oui. Et à la fin de la guerre, et à condition, ça c'est une autre condition, que l'Ukraine d'abord gagne la guerre, et que les territoires russes reviennent à l'Ukraine, et que donc elle retrouve son intégrité territoriale. Oui. Donc on ne sait pas quand ce serait. Donc de toute façon, Zelensky savait très bien qu'on pouvait pas lui dire, écoutez, ce sera 2025 ou 2027 ou 2028. Personne n'en sait rien, et il le sait pertinemment. Donc effectivement, il a gueulé, il a râlé. Vous savez, on voit ça dans toutes les organisations humaines, dans des entreprises, souvent les. Oui, sauf que là, personne n'est dupe. Ceux qui râlent le plus, parfois, c'est ceux qui obtiennent des choses. Sauf que là, personne n'est dupe, Bruno. Personne n'est dupe, mais lui, c'est pas. Oui, mais quand même, d'abord, il y a sa posture, effectivement, à l'international. Voilà, on le laisse faire aussi, parce qu'après tout, les membres de l'OTAN pourraient lui dire, écoute, c'est quand même pas très sympathique, on te fournit, on t'aide, on te fournit des armes, et tu viens nous crier dessus. Enfin, bon, tout ça est orchestré. Ça montre à quel point l'OTAN est désirable, au passage. Voilà, ça montre à quel point l'OTAN est désirable, mais surtout, ça lui permet effectivement à chaque fois quand même d'obtenir des armes, et on sent vraiment que c'est son objectif principal. Alors ces armes, justement, Paris va livrer, et livre déjà apparemment à Kiev des missiles longue portée, les Scalp. Emmanuel Macron l'a annoncé, écoutez. Emmanuel Macron. Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Une annonce forte, on avait longtemps dit, on ne permettra pas à l'Ukraine de pouvoir éventuellement toucher le territoire russe. Là, elle en a
désormais la capacité avec ces missiles et les missiles britanniques également, les Storm Shadow. Hein. Oui, mais là on a de la capacité avec les missiles américains aussi, hein, donc depuis un certain temps. Qui n'ont pas été livrés les missiles longue portée, puisque c'est aussi ça. Pour l'instant, il y a les missiles très longue portée, mais les missiles moyenne portée, les IMAR et autres peuvent viser déjà très loin. Donc l'Ukraine est dotée de ces moyens, elle ne les a pas utilisés. Quand elle tape en général en Russie, eh bien elle utilise ses propres moyens qu'elle transforme. Ils se sont montrés suffisamment ingénieux pour effectivement transformer. Donc les pays européens effectivement savent ce qu'il en est, et puis ils savent qu'il y a une urgence, parce que effectivement on voit bien que sur le terrain, si on veut que cette guerre prenne fin et s'arrête un jour, il va falloir quand même un peu que ça se débloque sur le terrain. Et l'on voit très bien que sans des frappes à l'arrière sur des réserves de munitions, d'essence et de gasoil, ou sur des postes de commandement, donc avec des missiles longue portée, sans ces frappes-là massives, eh bien, effectivement, il n'y aura pas de résultat, et sans non plus les fameuses bombes à sous-munitions qui sont critiquées parce que sur le plan, moi, j'ai vu de très nombreuses fois sur le terrain, effectivement, ces bombes, et c'est dramatique quand elles tombent au milieu de la population. Il n'empêche que sur les défenses russes qui sont très enquistées, hein, avec des tranchées très fortes, etc. Sur ce système-là de défense, elles sont efficaces. Donc, ils ont besoin d'armes, et effectivement, on leur livre des armes avec toutes les réserves et les critiques qu'on peut mettre à ces livraisons, effectivement. Mais cette guerre, il faut savoir, soit elle est faite, soit effectivement elle n'est pas faite, et dans ce cas-là, tout le monde rentre chez soi et on ne livre plus d'armes. On en a peu en plus. Nous, on en avait, dit-on, une cinquantaine, on en a que 400, 450. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Les Américains ne livrent pas, alors qu'il est de non, pour le moment, ils ne livrent pas de missiles à longue portée, mais c'est vrai que tous les experts militaires s'accordent à dire que le vrai problème là pour les Ukrainiens, c'est un problème de munitions, d'obus. Ils n'en ont pas assez, et les Occidentaux n'en ont pas tant que ça. Et puis, il y a certains pays qui veulent en livrer évidemment une partie, mais en garder une partie en stock chez eux. Il y a des pays, notamment les pays baltes et la Pologne, qui, pour certains types d'armements, livrent quasiment tout ce qu'ils ont. Donc, eux, ils sont beaucoup plus en pointe, parce qu'effectivement, il y a cette question de munitions par rapport effectivement au rythme de la guerre. Là, on est dans un moment un peu charnière, c'est-à-dire soit donc on est dans les prémices de la contre-offensive ukrainienne qui est en train de repérer là où le mur russe a des failles pour ensuite pouvoir aller frapper massivement. Mais en tout cas, il ne faut pas que le rythme baisse, parce que sinon, c'est un peu le calcul de la Russie. Plus ils tiennent longtemps, plus les mois passent, plus ce conflit va se geler. Et évidemment, comme l'Ukraine va garder ses conditions, c'est réclamer l'intégrité territoriale, tout cela va prendre des années et des années. Et comme là, l'OTAN n'a pas voulu assez logiquement s'engager plus avant, pour Moscou, ce sera tout bénéfice en quelque sorte. Le Kremlin qui qualifie ces livraisons d'erreurs, lourdes de conséquences pour la partie ukrainienne. Ça va forcer la Russie, dit Sergei Lavrov, à prendre des comptes. Non, c'est Dimitri Peskov qui l'a dit, le porte-parole du Kremlin, à prendre des contre-mesures dans le conflit en Ukraine. De quoi inquiéter Paris, potentiellement, les Occidentaux? C'est chaque fois la même réponse. La fameuse co-belligérance. Voilà, dès qu'on monte dans les livraisons et qu'il y ait de nouveaux types d'armes qui sont livrés, chaque fois, effectivement, les Russes réagissent. Ils n'ont pas visé la France. Ils disent il y aura des mesures qui sont faites. Il faut dire que actuellement la situation est particulière à Moscou. On l'a vu avec les événements qui se sont passés ces 15 derniers jours. Donc je crois que il est bon qu'effectivement ils montrent les muscles, mais le problème c'est que montrer les muscles pour l'instant ça peut être que des rétorsions, comme on le voit systématiquement par des frappes plus massives effectivement de drones ou de missiles sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine pour l'heure, pas de crainte côté occidental, Bruno. On va peut-être passer à la suite, et bis repetita en Israël après les manifestations du printemps, place à la mobilisation de l'été, la réforme du système judiciaire dont l'examen avait été reporté pour plus de sérénité dans les débats et de retour devant le Parlement, et avec elle les opposants au texte. Ils se rassemblent dans la rue ce mardi pour protester après le vote hier du texte en première lecture. Étienne Papono nous explique la situation. La journée de la rupture, c'est ainsi que les opposants à la réforme judiciaire qualifient ce mardi de manifestation d'ampleur en Israël. Blocage musclé comme ici sur l'autoroute menant à Jérusalem, sit-in plus pacifique aux abords de Tel Aviv, ou encore cortège bien fourni et manifestation en musique.
Après 27 semaines de rassemblements massifs tous les samedis, ils sont nombreux à manifester une nouvelle fois leur rejet de la réforme voulue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou toute la journée et partout dans le pays. Nous refusons que l'État déchire le contrat qui existe entre le peuple et le pays. C'est pour cela que nous bloquons. Lundi, en fin de journée à la Knesset, le projet de loi controversé a remporté le premier des 3 votes requis pour entrer en vigueur, sous les cris des députés d'opposition criant leur honte. Si la réforme passe en 2e ou 3e lecture, alors elle échouera devant la Cour suprême. Si elle n'échoue pas devant la Cour suprême, ce maudit gouvernement tombera grâce aux électeurs. Car ils vous regardent en se disant non seulement ces gens ne travaillent pas pour notre bien, mais ils détruisent la cohésion en Israël. Tel qu'il est présenté, le projet de loi permettrait à l'exécutif de contrôler les nominations des juges de la Cour suprême et restreindrait sa capacité à réviser ou annuler des lois. Selon la coalition de partis de droite, d'extrême droite et religieux emmenée par Benyamin Netanyahou, la réforme rendra l'action du gouvernement plus efficace. Mais pour ses détracteurs, la réforme est antidémocratique. Elle favoriserait la corruption et les abus de pouvoir. Et direction Tel Aviv, où Claire Duhamel fait le point pour nous ce soir sur la mobilisation. Bonsoir. Oui, là... Claire Duhamel. Un problème de son avec Claire Duhamel, visiblement. En tout cas, ça reste l'un des plus grands mouvements impopulaires qui est connu Israël. Rien n'a changé, Bruno, depuis le mois de mars. Oui, ça reste un... Le gouvernement avait pensé gagner du temps. Oui, absolument. Benyamin Netanyahou avait mis un peu la réforme sur pause devant l'ampleur déjà des manifestations, devant aussi la menace d'une des plus grandes centrales syndicales du pays d'appeler à la grève générale. Ça avait joué un rôle. Il avait dit bon, on va rediscuter, on va essayer d'arrondir les angles en quelque sorte. Et puis finalement, ces discussions, y compris avec les 2 principaux responsables de l'opposition, messieurs Lapid et Gantz, n'ont pas débouché. Ils ont claqué la porte fin juin. Donc là, finalement, c'est cet article qui est présenté alors en première lecture. Alors il faut 3 lectures. Alors je ne sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, mais enfin il faut 3 lectures avant que ce soit véritablement validé. Mais enfin donc cet article notamment qui remet en cause en fait un des attributs de la Cour suprême, qui était de mettre en avant le principe de raisonnabilité. C'est-à-dire que la Cour suprême jusqu'ici a le droit de dire que certaines décisions du gouvernement ne sont pas raisonnables. Alors ça peut un peu étonner. Mais en fait, comme il n'y a pas de constitution en Israël, en fait, la Cour suprême joue un peu le rôle de gardien de cette forme de pacte, en fait, pour dire là, vous allez trop loin, vous n'êtes pas dans l'esprit de la loi, etc. Et c'est ce qui mobilise quand même des milliers, des dizaines de milliers, même des dizaines de milliers d'Israéliens qui disent voilà, c'est cette espèce de pacte sur lequel déjà qui est fragile, sur lequel on vit depuis des décennies. Donc c'est un peu notre pacte démocratique qui est en train d'être remis en cause pour des raisons en plus qui ne sont pas toutes nobles. Oui, avoir une cour constitutionnelle qui a la possibilité de se prononcer sur le caractère raisonnable ou pas des décisions prises par la majorité du Parlement, en l'absence effectivement de texte constitutionnel, est-ce que ça pose pas tout de même un problème? Est-ce que ça relève vraiment finalement d'une cour constitutionnelle, ce type de décision, Patricia? Écoutez, je ne vais pas juger l'État d'Israël et son fonctionnement issu finalement de ses origines. Hein. C'est ce qu'invoque en tout cas la majorité aujourd'hui pour s'aborder la majorité effectivement invoque parce qu'elle dit les juges ont pris trop d'importance et c'est la République des juges. En face, toute l'opposition dit mais c'est le seul garant parce qu'une fois que cette loi passe, effectivement, la majorité, ceux qui sont élus, et aujourd'hui on sait que ceux qui sont élus, s'il y avait des élections demain, n'auraient pas la majorité. On en est sûr de ça. Tous les sondages le disent. Alors après, on croit ou pas les sondages. Il n'empêche que le gouvernement qui dirige qui est au pouvoir, eh bien, aura les mains libres pour diriger le pays comme il l'entend. Et déjà, on note que le gouvernement a déjà serré la vis parce qu'on voit très bien que la police, les comportements policiers qui, lors des dernières manifestations, étaient plutôt respectueux. Hein. Il n'y avait pas eu de casse, il n'y avait pas eu personne, il n'y avait pas eu de policiers blessés. Enfin bon, là maintenant, la situation se tend. Il y a un usage des canons à eau qui sont faits avec très rapprochés, donc qui blessent les personnes. Donc il y a des protestations
protestations encore qui se sont levées. Il y a le chef de la police qui veut démissionner. Il y en a celui de Tel Aviv qui était démissionné parce que j'ai trop mou. Donc il y a un vrai durcissement, et ce durcissement a même entraîné aujourd'hui une prise de position de la fameuse centrale l'Istradout qui est toute puissante et qui a dit si ça continue et si on dérive trop vers un État illibéral, eh bien là, nous interviendrons et sous-entendu, on bloquera le pays. Oui, ils ont même demandé à Benjamin Netanyahu de stopper le chaos. Oui. Le chaos. Donc ils ont été très forts aujourd'hui. Alors on va écouter justement la situation sur place avec Claire Duhamel à Tel Aviv. Je me trouve en ce moment à Tel Aviv, rue Kaplan. La plupart des manifestants qui sont là étaient un peu plus tôt à l'aéroport Ben Gurion, l'aéroport international. J'étais aussi à l'aéroport et c'est vrai que beaucoup de manifestants cherchaient à bloquer cet aéroport, mais sont quand même, il faut dire, plutôt restés à l'extérieur. La police les a empêchés de bloquer de façon très concrète les multiples arrivées dans cet aéroport international. Un peu plus tôt dans la journée, eh bien, les manifestants ont bloqué des routes, des autoroutes, et la police a réprimé ces manifestations avec un peu plus de violence qu'habituellement, puisque la police a annoncé avoir arrêté au moins 71 personnes. Dans la plupart de ces manifestations qui ont lieu un petit peu partout, à Tel Aviv, à Haïfa, à Jérusalem, l'ambiance demeure néanmoins bon enfant, vous pouvez le voir derrière moi, mais il n'empêche quand même que l'attitude des forces de l'ordre envers les manifestants a évolué ces derniers jours. Dans un pays marqué par l'instabilité politique chronique, c'est vrai, des majorités qui ont du mal à tenir, on peut quand même entendre l'argument aujourd'hui de la droite au pouvoir qui est de dire n'ajoutons pas encore de l'instabilité avec la possibilité, l'incapacité finalement à faire voter des lois ou des réformes dans ce pays. C'est leur argumentaire en fait. Ils disent effectivement, voilà, avec cette Cour suprême, ils sont pas élus. Voilà, c'est comme disait Patricia, c'est la République des juges. Donc tout doit émaner des gens qui sont élus. Alors, a priori, c'est un principe qui peut s'entendre, sauf que dans toutes les démocraties, quand même, il y a des garde-fous constitutionnels, que ce soit le Conseil constitutionnel chez nous, la Cour suprême aux États-Unis. Alors, parfois, c'est compliqué, mais enfin, moi, je connais pas de démocratie où il n'y ait pas cette espèce d'instance suprême juridique, judiciaire et indépendante. Plus ou moins, quand on voit les modes de nomination, et même en France, ça pourrait se discuter, mais enfin bon. En théorie, qui rend ses avis de manière indépendante et qui vérifie en quelque sorte, parce que c'est quand même très important, la constitutionnalité des lois. En fait, les partisans de la réforme, ils ne retiennent que, ce qui est un principe évidemment essentiel en démocratie, mais que le principe de la légitimité populaire. Mais après, il y a quand même la conformité à toute une histoire du droit dans le pays, et est-ce qu'on en sort ou on n'en sort pas à l'occasion. Plus les soupçons qui pèsent sur Benjamin Netanyahou, qui est soupçonné, si cette loi était adoptée, ensuite lui de faire adopter des lois qui garantiraient notamment son immunité et préserveraient son avenir et lui éviterait d'aller devant les tribunaux. Ce que l'on voit là, ça amenuise l'un des grands arguments en général brandis par les différents pouvoirs successifs en Israël, qui se présente comme la seule finalement démocratie constitutionnelle de la région. Il est sûr qu'effectivement ça l'affaiblit, d'autant que Joe Biden a fait une déclaration qui n'a pas du tout plu à Israël en disant qu'il avait que c'était un gouvernement où j'avais jamais vu autant d'extrémistes ou de racistes, ou je sais plus, enfin je n'ai pas les mots exacts, enfin c'était sa remarque était excessivement dure à l'encontre d'Israël. Il ne veut pas recevoir le Premier ministre, en tout cas pas pour l'instant. Et d'ailleurs, je crois que c'est Ben Gvir qui a répondu, le ministre de la police, qui a répondu en disant mais il faut qu'il cesse de croire qu'Israël est la Xème étoile du drapeau américain. Donc entre les deux pays, une vraie tension. Alors reste à savoir lequel est le plus démocratique des deux. Enfin, je vous laisse décider. Mais Israël, avec ce qui se passe actuellement, est en train de perdre certains de ses soutiens. Définitivement à l'étranger. Elle a perdu une partie de son soutien de la population aux États-Unis. Toute la diaspora, effectivement, est très critique vis-à-vis de ce qui se passe en Israël. Donc il y a un Israël effet... et dans les territoires occupés. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans les territoires occupés. Je parle que d'Israël. Et donc il y a un effilochage, effectivement, et un manque de soutien actuellement dans des alliés traditionnels d'Israël. Donc ça prouve bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas
très démocratique. Ces deux situations, d'ailleurs, elles sont liées, à la fois la réforme de la justice et ce qu'on observe actuellement en Cisjordanie notamment. Il y a la volonté du pouvoir israélien de pousser son avantage aujourd'hui, quitte à justement s'extraire des critiques habituelles qui peuvent lui être faites. En tout cas, voilà, des obligations morales. Pour le moment, visiblement, ça les arrête pas beaucoup. Donc, oui, enfin, ils sont critiqués, mais enfin, ils continuent, notamment en Cisjordanie, parce que, alors après. Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si Benjamin Netanyahou est prisonnier, comme on le lit parfois, de ses formations les plus extrémistes, ou s'il essaye de jouer avec ça. Enfin, toujours est-il que ce soit en interne ou en Cisjordanie, où on assiste quand même à des épisodes de plus en plus violents, avec quand même des personnalités qui prônent carrément l'annexion de la Judée-Samarie, comme ils appellent la Cisjordanie. Donc, de ce point de vue-là, plus aucune négociation politique du tout sécuritaire en Cisjordanie. En interne, une remise en cause quand même de l'équilibre du système politique israélien tel qu'il fonctionne depuis 1948. Oui, c'est une majorité, mais très très idéologisé en fait, et idéologique, qui veut mener à bien certains chantiers quand même. Il y a la tentation chez Benjamin Netanyahou, vous pensez, de rejoindre finalement d'autres modèles de dérive autoritaire qu'on a pu observer à travers le monde, de Viktor Orban en Hongrie, de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, Patricia Lemonnier? Alors là j'aurais de la difficulté à me prononcer. En tout cas, je suis persuadée qu'il y a un opportunisme chez Netanyahou, de Netanyahou, un opportunisme double pour lui, pour ses affaires personnelles qu'il veut régler, et puis parce qu'il veut rester au pouvoir. Et s'il n'est pas allié avec les suprémacistes, avec les ultra-orthodoxes, et s'il ne garde pas cette alliance, eh bien, il ne restera pas au pouvoir. Et c'est un homme qui s'accroche, qui adore le pouvoir. On le voit depuis tout son parcours. Et puis aussi, il n'est pas très loin de partager certains idéaux de ses ministres, aussi bien des finances, de la police que de la justice. Merci beaucoup, Patricia Lemonnier. Bruno Darroux, c'était On va plus loin. Prochain journal dans 3 minutes.